Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes. Au sommaire, rayonnement de la France et radiation coréenne. Hier à l'aube, la Corée du Nord, régime paranoïaque, dictatorial et impuissant à nourrir sa population, a défié le monde en tirant une fusée à portée intercontinentale dont l'agence de presse nord-coréenne a vanté, je cite, « la vapeur fascinante s'étirant dans le ciel bleu du printemps de février, on a connu moins lyrique ». Pourquoi, malgré les sanctions économiques et les protestations réitérées de l'ONU, l'escalade nucléaire de Kim Jong-un semble-t-elle inarrêtable? Nous en débattrons, mais avant cela, nous recevons la ministre de la Culture, Fleur Pellerin, et le comédien Denis Podalides. Bonsoir Nadia. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Vincent Giray. Vous allez bien? Très bien, merci. Denis Podalides, bonsoir. Vous êtes en relâche, ça tombe très bien. Vous ne serez pas au Vieux Colombier ce soir, mais seulement demain. Bonsoir Fleur Pellerin. Bonsoir. Vous arrivez de Los Angeles, vous êtes en léger décalage horaire. Un petit peu. Vous êtes allé vanter et vendre d'une certaine façon Paris comme terre de quoi? Terre de tournage. Terre de tournage. Parce que nous avons la chance d'avoir un cinéma extrêmement dynamique avec l'année dernière un record de tournage ou de films français qui ont été produits. Mais c'est vrai qu'on assistait depuis quelques années à un mouvement de délocalisation des tournages. Et ce que je suis allée dire aux studios américains, c'est de venir profiter du crédit d'impôt, d'un crédit d'impôt très intéressant que j'ai mis en place au 1er janvier de cette année pour attirer justement de grandes productions américaines. Et je crois que ça a reçu un écho extrêmement positif. Y compris chez Luc Besson qui avait menacé de ne pas tourner en France. Oui, notamment, mais aussi chez Christopher Nolan, chez un certain nombre de grands réalisateurs. Farouche, hein. Oui. La concurrence est très rude, c'est vrai, entre différents pays européens. Belgique Nous avons et la chance en France notamment d'avoir quand même d'excellents techniciens et beaucoup d'atouts à vendre, au-delà même des aspects financiers liés au crédit d'impôt. On vous retrouve tous les deux juste après votre empreinte digitale. Regardez, signé Marc-Antoine de Porrette. En tapant Fleur Pellerin sur Internet, on découvre qu'au début de votre histoire, vous vous appeliez Kim Jong-suk, qui s'écrit en coréen et serait l'équivalent de Germaine en France. Né à Séoul, vous êtes adopté à 6 mois par Joël et Annie Pellerin et baptisé Fleur en hommage à un personnage de la série britannique La Dynastie des Forsyth, adapté du roman de John Goldsworthy. Vous poussez loin de la Corée du Sud où vous ne retournerez que 39 ans plus tard en tant que ministre. Entre les deux, vous réussissez votre bac à 16 ans, mais aussi l'Abitur, l'examen qui conclut les études secondaires en Allemagne et qui permet par la même occasion d'être bien reçu sur Arte. Ensuite, vous enchaînez les diplômes, ESSEC, Sciences Po, l'ENA, dont vous sortez avec un bon classement pour devenir magistrate à la Cour des comptes. Mais vous avez aussi des envies de campagne présidentielle. La première avec Lionel Jospin dans l'équipe des Plumes, raté. La deuxième avec Ségolène Royal, chargée des relations avec la presse spécialisée, encore raté. La troisième sera enfin la bonne avec François Hollande, vous êtes responsable du pôle Société et Économie Numérique, ce qui vous vaudra de devenir ministre délégué dans ce domaine sous la tutelle d'un Arnaud Montebourg avec lequel, il faut le dire, vous êtes rarement d'accord. Vous voilà réaffecté, d'abord secrétaire d'État chargé du commerce extérieur, puis ministre de la Culture. Si vous n'avez pas absorbé l'œuvre entière du prix Nobel de littérature Patrick Modiano, vous êtes quand même une bonne lectrice. La preuve, on vous écoute ici dans l'interprétation de Lémurienne Grimaud dans Silex and the City. Quand on a des parents capables de payer un Darwin Varius, tout le monde est génial. Hein. Vous aussi, Denis Podalides, vous prêtez parfois votre voix à des films d'animation comme dans l'excellent Marie et Max. Quant à la politique en 2011, alors que votre voisine Fleur Pellerin n'est pas encore nommée ministre, vous êtes déjà élu président de la République dans la conquête de Xavier Duringer. Fleur Pellerin et Denis Podalides, ne rêveriez-vous pas parfois d'échanger vos rôles ? Moi, j'adorerais. J'ai fait beaucoup de théâtre, d'ailleurs. J'ai fait beaucoup de théâtre entre 4 ans et 16-17 ans. Vous étiez précoce, dis donc. Absolument. Ouais. Et donc, mais c'est votre voix qu'on entend. Mais oui. Enfin, c'est une phrase, donc c'était pas un rôle de composition extrêmement dans Silex and the City que diffusait Arte. Et vous qui jouiez Nicolas Sarkozy dans la conquête de Xavier Duringer, vous échangeriez votre place, Denis Podalides? Pour rien au monde, c'est ça? Non, je crois pas. Il y a un job qui est plus dur que l'autre. Comment? Il y a un job qui est plus dur que l'autre. Ah oui, ça, nettement, oui. Oui. Le sien. Vous êtes sûr? Revenons juste sur ce que vous êtes allé, cette mission qui fut la vôtre aux États-Unis, à Los Angeles notamment, pour convaincre les patrons de studio, les réalisateurs, les producteurs de venir tourner à Paris et en France. Un crédit d'impôt de 30%, donc, qui favorise énormément ces producteurs. Est-ce que, alors que la pression fiscale est si dure pour le contribuable lambda en France, comment est-ce qu'on le fait passer?
cet avantage? Vous savez, c'est une perte d'opportunité si le tournage ne se fait pas en France. Donc, opportunité économique, des opportunité retombées économique, il y a énormément d'emplois. En fait. C'est très rentable. On a calculé que pour 1 euro de crédit d'impôt, il y a au moins 3 euros de rentrée fiscale pour le budget de l'État, donc pour financer peut-être la culture, et surtout au moins 10 ou 11 euros de retombées économiques pour les territoires dans lesquels se font ces tournages. Donc il y a un très très fort effet de levier. C'est vraiment très économiquement intéressant d'avoir ces tournages en France. Et donc voilà, ça justifie aussi que ces tournages viennent se réaliser dans notre territoire. Mais c'est surtout, moi, l'aspect qui m'intéresse surtout, c'est le maintien des savoir-faire aussi techniques, en particulier en France, parce que si tout se délocalise dans les pays de l'Est de l'Europe, par exemple, eh bien, on va perdre l'excellence de nos techniciens, de nos savoir-faire. Et ça, en termes de rayonnement, je pense que c'est vraiment important de pouvoir les maintenir sur notre territoire. Juste une autre question à propos du cinéma. Vous avez maille à partir, enfin en tout cas le ministère, avec une association qui s'appelle Promouvoir, qui est assez proche des catholiques traditionnalistes, pour ne pas dire intégristes, et qui considère que vous, à travers vous le ministère, avez gravement manqué à votre devoir et à vos obligations légales, en autorisant par exemple des films comme 8 salopards de Quentin Tarantino et d'autres, et Antéchrist de Lars von Trier, qui bizarrement était sorti il y a quelques années. Où en êtes-vous, où en est le ministère et où en est la commission de classification des œuvres? Vous savez, moi j'ai une mission qui est celle de défendre les créateurs avant tout, bien sûr dans le la liberté de protéger évidemment les mineurs, la jeunesse contre des images de trop grande violence ou de pornographie. Mais mon sujet principal, c'est bien de défendre la création. Et je n'entends pas me laisser dicter la façon dont on doit classifier les films par une association. Dans une faille juridique? Absolument, et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé au président de la commission de classification, Jean-François Marie, conseiller d'État, de me rendre un rapport sur la manière dont on pourrait faire évoluer la réglementation afin que les juges ne donnent pas systématiquement raison à des associations qui entendent en réalité censurer la création française. Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Vous pensez qu'il y a une régression, il y a un risque de régression de liberté d'expression quand on voit des associations de ce type-là vouloir interdire à la jeunesse, en tout cas? On a le sentiment qu'il n'y a pas une censure, une sorte de censure d'État qui tombait autrefois d'en haut, mais là, c'est pas une censure d'État en l'occurrence. De multiples censures qui remontent qui remontent et qui créent aussi une inquiétude. Aujourd'hui, il y a des livres, des films, on se dit on ne pourrait plus les faire, on ne pourrait plus les écrire, on ne pourrait même plus les éditer. La Grande Bouffe. Par exemple. Et ça ne se limite pas au cinéma. Moi, je pense qu'il y a une ambiance en ce moment où c'est vrai, plusieurs... Puritaine. Un peu puritaine. Regardez ce qui s'est passé avec l'artiste Brett Bailey, Exhibit B, que les associations ont voulu interdire. Ce qui s'est passé avec l'artiste Paul McCarthy, à qui on s'en est pris physiquement. Ce qui s'est passé aussi... Des actes de vandalisme. Des actes de vandalisme à Versailles. Anish Kapoor, à Versailles. Sur l'œuvre d'Anish Kapoor. Donc il y a une sorte d'ambiance comme ça qu'il ne faut pas laisser perdurer. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai tellement tenu à inscrire dans la loi que je défendrai à partir de demain en première lecture au Sénat, après l'avoir défendu à l'Assemblée nationale, j'ai voulu inscrire dans l'article 1er que la création artistique est libre, comme la presse est libre, comme la diffusion de la presse est libre. Et pour moi, c'est un principe fondamental de la démocratie et de notre République qu'on pouvait penser totalement acquis, mais qui ne l'est pas tant que ça quand on voit les attaques dont la liberté d'expression souffre depuis quelques mois. Denis Podalides, le Bataclan, a été sauvagement frappé le 13 novembre dernier. Vous avez réagi évidemment, Fleur Pellerin. Est-ce que le monde du spectacle vivant est encore touché? Est-ce que vous qui jouez tous les soirs à la Comédie Française au Vieux-Colombier en ce moment, est-ce que vous constatez une désaffection ou est-ce que non, ça tient en tout cas pas une désaffection. Au contraire, plus de ferveur? Oui. Je me demande si on n'a pas constaté un peu dans toutes les pratiques artistiques, dans tous les arts. Une envie de se retrouver. Une ferveur, une envie de se retrouver. Pourtant, il y a une baisse de fréquentation dans les salles de spectacle aujourd'hui. Il y a moins de fréquentation qu'avant. Alors nous, au Vieux-Colombier, on est... Ça concerne le privé, ça concerne les salles de concert et le privé. Mais en revanche, je sens une certaine peur. Même chez tous les artistes, d'ailleurs aussi, on parlait de censure. La censure, elle vient aussi de l'intérieur. Il y a des sujets, des choses qu'on ne voudrait pas mettre en scène. Oui, il y a des sujets que vous aborderiez pas aujourd'hui. Je disais par exemple, je vais reprendre un rôle dans Tartuffe à la Comédie Française, et j'avais repensé au Tartuffe d'Ariane Nouchkine, qu'il avait transposé, je ne sais plus si c'était au Maroc ou en Algérie, où le Tartuffe était un faux dévot musulman. Je ne sais pas si aujourd'hui elle pourrait
se permettre de remonter ce spectacle-là. Ce texte. Vous, et quand vous lisez ce texte, alors là, il prend une espèce d'actualité explosive. Ouais. Alors, il y a un autre texte qui prend une actualité incroyable, Les Derniers jours de l'humanité, de Karl Kraus. Ça a été écrit il y a un siècle, entre 1915 et 1917. Une sorte de procès à l'époque, qui vivait l'extinction des Lumières avec un L majuscule. Il fallait absolument que ce soit monté aujourd'hui, parce que l'époque risque d'être... Il fallait que ce soit monté, parce que c'est un très grand texte, je pense, qui appartient à la littérature universelle. Comme tout grand texte universel, il a vocation à être monté, quelle que soit l'époque. Et puis, c'est un texte écrit en temps de guerre et qui parle de l'esprit, de la bêtise qui gagne une population en temps de guerre. À la fois dans la propagande dans la presse, du côté des politiques, du côté des militaires et dans la rue elle-même. Et Karl Kraus s'est promené dans les rues de Vienne et a recueilli toute cette langue stupide, tous les clichés, la folie en fait, l'état de folie dans lequel la guerre nous plonge. Vous pensez qu'on a besoin de ça aujourd'hui? On a besoin de construire une société plus résiliente par la culture, par justement à l'aide de textes qui ont à un moment donné raconté quelque chose sur ce que la guerre abîme dans la société? On se rend compte en fait ce qui peut lutter contre la peur. On est tous, depuis ces attentats, il y a une peur sournoise constante. Je ne vois rien d'autre qui puisse lutter contre cette peur que l'art et la culture. Absolument, et notamment ce qu'évoquait Denis tout à l'heure, que je trouve très inquiétant, c'est ce risque d'autocensure, c'est-à-dire que les créateurs eux-mêmes ou les artistes craignent d'aborder certains sujets ou de ne pas choisir certains angles, et c'est ça, pour moi, c'est très important de garantir évidemment la sécurité du public, des artistes, des équipes qui sont dans les institutions culturelles, pour que cette peur ne soit pas prégnante, parce que ce serait ça le pire, ça serait la pire façon qu'auraient les terroristes de nous imposer des changements dans nos façons d'être. Fleur Pellerin, la culture hors les murs, ça participe de cette résistance? Oui, qu'est-ce que c'est la culture hors les murs? C'est encore un propos ministériel, non? Un élément de langage? Un peu, mais qui correspond à une réalité qui me paraît aujourd'hui extrêmement urgente. Pourquoi? Vers les jeunes, en direction des jeunes? Oui, on a beaucoup parlé de démocratisation culturelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire permettre l'accès du plus grand nombre aux œuvres majeures de l'humanité. Et en réalité, cette promesse, il y a des études récentes, je pense en particulier à la Fondation Jean Jaurès, qui montrent que finalement, ce qui se démocratise bien, ce sont des pratiques comme la télévision, des pratiques très populaires, le fait d'écouter de la musique sur son smartphone, mais pas tellement le fait d'aller au théâtre, le fait d'aller à l'opéra, le fait voir la culture cultivée, comme vous disiez un jour. Absolument. Et pour moi, la culture aujourd'hui, c'est l'éclectisme, c'est-à-dire que chacun doit pouvoir revendiquer son droit à apprécier une œuvre d'opéra ou un spectacle de hip-hop ou du street art ou de la bande dessinée. Ça passe par quoi concrètement? Est-ce que ça suffit d'ouvrir les musées tous les jours? Mais non, ça suffit pas. C'est ça qui est. Aujourd'hui, on a une très grande ouverture et le prix reste quand même un facteur parfois bloquant pour certaines personnes. Mais il y a aussi beaucoup de contraintes intériorisées ou d'inhibitions intériorisées parce que l'institution culturelle peut faire peur. Et donc moi, j'essaye de casser cela. Alors, ce n'est pas facile, ça ne se décrète pas, ça ne s'inscrit pas dans une loi, mais il faut multiplier les mouvements de la culture, de l'institution vers les gens, y compris dans des endroits où la culture n'est pas forcément attendue, dans les quartiers, au supermarché, dans les entreprises, dans la rue, dans l'espace public. Et donc moi, ce que j'essaye de faire, ce hors les murs, ça veut dire les institutions, vous recevez beaucoup d'argent de l'État, eh bien vous avez un devoir de rendre d'une certaine façon à la population en allant davantage vers elle et pas en attendant seulement dans vos murs que les gens viennent voir les œuvres chez vous. Regardez cette photo de Sébastien Thierry qui avait fait un discours vibrant au Molière dans son plus simple appareil devant vous, un appareil génital à 30 cm de vous. Comment vous aviez réagi? Regardez, voilà, la réponse est sur votre écran. La culture hors les murs, vous aurez le temps de mener à bien. Je ne vois pas très bien le rapport d'ailleurs entre eux. Je voulais juste vous faire réagir. Non, c'est sans doute un projet de moyen terme, mais il faut engager ces chantiers. Parce qu'on en parle beaucoup, mais on n'en fait pas assez. Et moi, j'ai décidé de mettre tout en œuvre pour faire. Alors, ce n'est pas forcément une le remaniement, donc, c'est de l'actualité ancienne, Fleur Pellerin? Écoutez, non, c'est probablement dans les prochains jours, mais moi je m'inscris dans une perspective dans la durée. Je suis là depuis 18 mois, je crois que j'ai fait beaucoup de choses pour engager des chantiers qui me paraissent très importants pour le ministère. Je vois au-delà de ma propre destinée ministérielle ou ma propre destinée tout court. Moi je pense qu'il y a des chantiers qui sont indispensables à mener, que les gens ont besoin de culture. On le disait tout à l'heure, on a besoin de culture pour se retrouver autour de valeurs, de choses qui soient différentes des choses identitaires ou de la religion ou des choses qui finalement fracturent la société plus qu'elles ne rassemblent.
rassemble. Et je crois que la culture, c'est ça, a vraiment cette vocation à rassembler et à faire en sorte que notre société se retrouve autour d'un destin collectif. Eh bien, on se retrouvera au Vieux Colombier à Paris pour voir Les Derniers Jours de l'Humanité, mise en scène par David Lescaut, c'est le frère de Michel Lescaut. Exactement. Absolument, et joué par vous, Denis Podalides. Et moi, je vous offre le roman absolument génial, dernier roman de Jean Echenoz, qui est une machine à piéger les filles et un dispositif archi sophistiqué et très jubilatoire, qui se passe en Corée du Nord. Il n'y a jamais mis les pieds, ce type est un génie. Je vous l'offre. Merci Fleur Pellerin d'être venue dans 28 minutes. Et la Corée du Nord, pourquoi? Parce que notre débat va porter sur la dernière provocation de Kim Jong-un, je crois qu'on dit comme ça, le lancement d'une fusée à longue portée hier matin, pièce maîtresse du programme nucléaire nord-coréen, après 4 essais nucléaires en 10 ans, comment empêcher le pays d'être une puissance atomique officieuse?